Echo. 8h44. J'ai la flemme de penser à toi, oui, j'ai la flemme. Eh oui, la flemme, même de penser à l'autre, vous vous rendez compte, trop bien chez soi, la flemme, la devise, l'étendard de toute une génération, la France comme prise d'une grosse fatigue. Alors, la photo Covid, à Netflix, on en débat ce matin, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Un invité avec nous ce matin, un romancier, essayiste également. Bonjour Pascal Bruckner. Bonjour Dimitri. Ravi de vous recevoir Pascal, vous venez de publier Le Sacre des pantoufles chez Grasset. Alors ce Sacre des pantoufles, on voit que vous mettez le doigt comme d'autres, comme tout à l'heure Jérémy Pelletier, notre invité de la Fondation Jean Jaurès, sur quelque chose que tout le monde ressent au fond de soi. Il s'est passé quelque chose, cette grosse fatigue, cette épidémie de flemme nous touche tous. D'où vous est venue cette formule, Pascal Bruckner, du sacre des pantoufles? On sent que ça croque l'époque. Hein. Oui, ça m'est venu de ma propre expérience. Je suis mon premier sujet d'analyse, oui, d'écriture. Et donc j'ai bien vu que beaucoup de Français, et moi le premier, avions été plutôt contents du confinement. Au début, c'est une privation de liberté. Content, ah oui. Je suis pas sûr que tout le monde en a été très heureux de cet enfermement. Non, au début, c'était épouvantable et finalement, beaucoup en ont été nostalgiques. Et je pense que pour un certain nombre de gens, la formule idéale serait un confinement volontaire, quand je le veux, quand je le peux, mais évidemment pas qu'il soit imposé par l'État. Oui. Et le confinement avait comme avantage, effectivement, c'est qu'il a briser le monde du travail, les contraintes de transport, les contraintes des chefs, des patrons, des collègues, et qu'au fond c'est apparu comme une sorte de grande vacances en plus des vacances ordinaires. Oui. Mais c'est devenu une vacance de la vie, c'est-à-dire que tout d'un coup la vie dans tous ses aspects a été mise entre parenthèses. Oui. Et on a choisi la décontraction de l'intérieur, c'est-à-dire plus de vêtements, les pantoufles, la robe de chambre, le jogging, ce qu'on appelle en langage de la mode le homeware, par opposition aux tenues du travail. Alors le confinement, quand même, ça remonte un petit peu maintenant, Pascal, ça fait maintenant près de 2 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est dans votre livre, vous dites qu'au-delà des apparences, la montée en puissance de la livraison à domicile, la revendication du télétravail, le succès des soirées plateau télé, vous dites ça va plus loin que ça. Vous dites il y a un véritable repli sur soi qui se manifeste et on le voit à la vie privée, la vie publique, pardon, la valeur travail, la capacité à débattre, tout ça flanche, tout ça faiblit. Notre époque, c'est ça le sacre des pantoufles que vous critiquez. Et l'inspiration vous est aussi venue à la lecture d'un ouvrage qu'on va relire avec plaisir si on ne l'a pas déjà fait, un grand classique de la littérature russe qui résume très très bien les choses. C'est l'histoire d'Oblomov, livre d'Ivan Goncharov. Que raconte ce livre, Pascal Bruckner? Je crois que tout le monde va comprendre l'intention. Alors je l'ai lu pendant le Covid et Oblomov, c'est l'histoire d'un hobro de la région de Saint-Pétersbourg, un jeune garçon moyennement riche qui possède un grand domaine mais que tous ses métayers volent comme au coin du bois, et c'est un homme qui ne peut pas se lever, qui a beaucoup de mal à sortir de son lit. Complètement apathique. Hein. Il est apathique, il est frappé de passivité et dès qu'il se lève, son domestique le met immédiatement dans un fauteuil pour supporter le choc, et puis quand il doit écrire une lettre, ça lui prend à peu près entre 15 jours et 1 mois. Et évidemment, il est inapte à toutes les attitudes humaines ordinaires et à l'amour plus que tout. Et donc, finalement, certains jours, il ne se lève pas. Il se réveille à 4 heures de l'après-midi. Il se dit, bon, encore une journée de perdue, autant se recoucher. Et à la fin, ça vient un peu bizarre parce que c'est un peu comme dans le film La Mouche. Il va fusionner avec son canapé, ce garçon. Voilà, il fusionne avec son canapé. Et comme le dit très joliment l'auteur, il s'enterre dans le linceul du reste de ses jours. Et il a 30 ans. Et vous voyez, c'est là où la notion de flemme est intéressante, parce que c'est pas simplement le refus du travail, c'est l'inaptitude à la vie humaine. C'est-à-dire l'existence est un tel fardeau que Oblomov décide de ne pas l'assumer. Et on peut se demander si dans les jeunes générations, il y a eu une enquête très intéressante faite par Jérôme Fourquet là-dessus, où il montrait que 54% des jeunes gens répugnent finalement à assumer les tâches de la vie ordinaire, tellement ces tâches leur paraissent insurmontables. Et donc le chez-soi est le lieu idéal du recroquevillement, mais un chez-soi qui est évidemment peuplé de machines électroniques, peuplé d'écrans, peuplé de téléphones pour se relier aux autres. Mais est-ce que c'est grave finalement, Pascal Bruckner? Parce que quelque part, on sent que derrière cette question, derrière ce sacre des pantoufles, on vous sent un petit peu préoccupé de cet élargissement, je vous cite, l'élargissement de l'espace domestique auquel répond
répond, le rétrécissement de l'espace public, et d'où la dépolitisation, en tout cas le manque d'intérêt pour la chose publique. Alors tant que ça reste une tendance qui a été favorisée par le Covid, mais qui était bien antérieure au Covid, et qui est aussi alimentée par la peur, une peur générale diffusée par les médias, par toutes les voix autorisées, peur de la fin du monde, peur de la guerre, peur des pandémies, peur du terrorisme. Oui. Tant que ça reste une tendance, ça n'est pas bien grave. Parce qu'au fond, on est tous divisés à l'intérieur de soi-même entre un vagabond potentiel et un troglodyte virtuel. Si ça devient en revanche une tendance collective, et si ça frappe les jeunes générations, c'est-à-dire ceux qui en principe portent l'avenir et sont habités par l'audace, alors là évidemment c'est très dangereux, et ça veut dire que toute une jeune génération démissionne non seulement du débat politique qui est important, mais démissionne même de la moindre ambition historique de s'inscrire dans l'histoire. Alors comment vous regardez par exemple ces phénomènes dont on parle, qui sont des phénomènes, alors pour le moment documentés sur le plan médiatique, on verra ce que la science en dira dans quelques temps, ce phénomène par exemple de grande démission au travail, c'est-à-dire je quitte pas mon emploi, je le conserve, mais par contre j'en fais le strict minimum parce que la vie est ailleurs, Pascal Bruckner. Comment vous regardez ça? Est-ce que ça s'inscrit dans cette même tendance du sacre des pantoufles, selon vous? Oui, alors ça s'inscrit d'abord dans une dépréciation du travail qui a gagné une partie de la gauche depuis, disons, depuis mai 68. Bon, le travail, c'est l'aliénation, donc moins on travaille, plus on est libre. Il y a vraiment à gauche deux tendances, une tendance à l'éloge du travail qui... Vous vous rappelez le débat il y a quelques mois de cela entre Fabien Roussel et le reste de la gauche sur la valeur travail. Voilà, donc la gauche communiste pense que le travail c'est l'émancipation, la gauche libertaire, anarchiste ou maintenant écologiste pense que c'est au contraire une privation de liberté, et qu'au fond le destin de l'homme c'est de rester un être de loisir et de divertissement. Et c'est ça qui est un peu triste, c'est qu'au fond dans quoi allons-nous nous épanouir si nous pensons que le travail c'est une oppression permanente? Mais alors effectivement, Pascal, ça dépend du travail que vous faites. Alors ça dépend du travail. Un geste répétitif à la chaîne dans une usine, pardonnez-moi Pascal, mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça, mais ça c'est un travail qui devient minoritaire aujourd'hui. La majorité des salariés, des employés français sont dans le tertiaire, et la chaîne est vraiment réservée à une petite minorité. Et là, de toute façon, on prévoit des retraites anticipées, des retraites plutôt jeunes. Mais de voir des Français qui revendiquent d'avoir des métiers qui ont du sens, Pascal Bruckner. Est-ce que finalement ça n'est pas une forme de progrès, de se dire je veux que mon métier ait du sens? Parce que vous parlez de métiers peut-être faiblement usants pour les genoux ou pour le dos, mais enfin un métier dans un bureau peut ne pas être passionnant du tout, et on peut regarder que les heures passées. Et l'impatience ralentit les aiguilles, c'est bien connu. Hein. Oui, bien sûr, non mais je comprends, mais en même temps on voit bien que c'est quand même la revendication d'une jeunesse extraordinairement gâtée. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de se battre pour survivre ou pour alors là, attention, Pascal Bruckner, gagner sa croûte, et qui veut, en sortant d'une grande école, par exemple c'est le cas des bifurqueurs, démissionner du système et se mettre au service de la planète, de la nature. Je pense, évidemment, la revendication du sens est tout à fait légitime, mais d'abord il faut vivre. Et ensuite, qui va faire des métiers qui n'ont pas de sens? Parce que c'est ça le deuxième aspect. Qui va... Vous savez, vous connaissez des machines, des robots, Pascal Bruckner. Des robots ou des immigrés? Vous connaissez la formule, tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut aider maman à faire la vaisselle. Ben là, tout le monde va avoir des métiers qui ont du sens. Qui va balayer les rues? Qui va garder les enfants? Qui va s'occuper de la voirie? Et donc, encore une fois, c'est une revendication d'une jeunesse des pays riches qui, au fond, n'a même pas plus besoin de se battre pour gagner son pain, et c'est peut-être un peu inquiétant sur ce plan-là. Mais parce que vous n'êtes pas comme ça, Pascal Bruckner, parce que je vais faire mention de la critique qui a été faite à la publication de votre livre. Voilà, c'est notamment Marianne qui écrivait à propos de votre livre. Finalement, c'est la parole un peu bougonne d'un boomer qui regarde les jeunes, qui est attaqué lui-même par les jeunes. Reproche qui est fait aux boomers, c'est de dire, regardez, ils ont tout eu, ça a été facile pour eux, le travail, ils ont
ont des retraites confortables aujourd'hui, c'est nous qui les leur payons. Et regardez comme ils nous regardent avec mépris, parce que nous, on n'a pas envie forcément de se crever la santé au travail. Comment vous répondez à ça, Pascal? Je réponds que d'abord, c'est normal. Il faut que les générations s'affrontent et il faut tuer les pères et les grands-pères. Donc, je comprends ça. Simplement, les jeunes, ça n'existe pas. C'est une catégorie totalement... C'est une invention récente, les jeunes. Abstraite. Il y a au moins deux jeunesses. Il y a une jeunesse qui se lamente, qui gémit, qui a peur de l'avenir. C'est la mouvance Greta Thunberg & Co. Et puis il y a une jeunesse qui veut entreprendre, une jeunesse qui veut se battre, qui veut forger l'avenir et non pas le subir. Et je crois que celle-là ne se reconnaît pas dans le reproche qui m'est fait dans Marianne. Et donc, bien, c'est très bien de chercher le sens. Allô, le sens, où es-tu? Mais quand on a vraiment besoin de travailler, on ne se pose pas ce genre de questions. Le sens naît d'une vie librement affrontée et qui vous enrichit à travers les obstacles qu'elle vous oppose. À 7h40, Pascal Bruckner, notre correspondant européen en Chine, Sébastien Belzic, nous parlait de cette jeunesse qui fait, comme on dit en Chine, ping-ping, c'est-à-dire une attitude politique qui consiste, je le cite, à ne pas acheter de maison, ne pas acheter de voiture, ne pas se marier, ne pas avoir d'enfants, maintenir un niveau de vie minimum, ne pas consommer, refuser de devenir une machine à gagner de l'argent pour les autres et un esclave à exploiter. Bref, c'est la jeunesse à faible désir. Oui, alors... C'est troublant quand même. Alors c'est troublant, si vous voulez. Ça peut se comprendre dans le cas de la Chine, qui est un État totalitaire, et donc qui a fait avec son peuple un pacte, la prospérité en échange du silence politique. Mais ce que ça montre aussi, c'est qu'en tout cas dans les pays développés, dans les démocraties, il y a effectivement un manque d'adhérence à l'existence. Il y a une sorte de défaitisme face à l'existence, et la libido, c'est-à-dire l'appétit de vivre, semble avoir déserté un certain nombre de gens, puisque tout ça s'accompagne aussi dans les enquêtes de ce que le journal Le Monde appelait la récession sexuelle. Tout d'un coup, on ne désire plus être là. La part de ceux qui se disent asexués. Oui, l'appétit nous manque, l'appétit de vivre nous manque. Et je trouve que chercher du sens en faisant défection, chercher du sens en se privant, vous savez, en accumulant les négations, on est contre la chasse, contre la corrida, contre la viande, contre les voitures, contre l'avion, etc., etc. C'est vraiment définir l'homme comme un être non pas augmenté, mais qui se diminue volontairement année après année. Si c'est ça la nouvelle jeunesse, j'ai vraiment raison de m'inquiéter. Merci Pascal Bruckner. Merci Dimitri. D'être venu nous voir sur Europe 1. Je renvoie à la lecture de votre ouvrage Le Sacre des pantoufles, paru chez Grasset, avec un joli petit chat en pantoufles sur un confortable oreiller en couverture. Merci Pascal Bruckner. Bonne journée à vous. Merci.